Ils se sont battus jusqu'au bout. Hélas, les Aigles du Mali n'ont pas pu décrocher leur ticket pour le mondial 2022 au Qatar. Le nul 0-0 face à la Tunisie n'a pas suffi. Fin de visite de travail du Premier ministre au Qatar, Choguel Kokala Maïga, vous allez l'entendre, affiche toute sa satisfaction. Pour lui, ce déplacement a surtout permis de relancer durablement la coopération entre Bamako et Doha. Ils sont à Bamako. Après 1360 km de marche en 40 jours, les marcheurs panafricains ont été reçus en grande pompe à Bamako en présence du Premier ministre à qui ils ont remis le drapeau malien pour témoigner leur soutien au peuple malien frappé par les sanctions des chefs d'État de la CEDEAO. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition décalée, vous le savez, en raison du match tout à l'heure Tunisie-Mali et les Aigles du Mali qui n'iront finalement pas au Mondial Qatar 2022. Ils ont décroché le nul 0-0 tout à l'heure face donc à la Tunisie, les Aigles de Carthage. Donc on en parle avec vous, Kodi Sidi. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim Traoré, bonsoir à tous. Alors ce nul est insuffisant pour se qualifier à la Coupe du Monde. Effectivement, c'est un nul insuffisant pour que les Aigles aillent donc au Mondial Qatar 2022. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Vous allez donc apercevoir les images pour donc savoir combien ces Aigles se sont battus à Rades cet après-midi. Voilà, où vous apercevez déjà les premières occasions des Aigles du Mali avec notamment un but refusé pour un hors-jeu pas du tout évident. Voilà, et pourtant, ils avaient donc pu établir la parité sur l'ensemble des matchs. Vous les voyez. Voilà, en tout cas, le but a été refusé pour hors-jeu et durant tout le reste de la partie, eh bien, les Aigles du Mali se seront battus sans pour autant parvenir à inscrire ce but qui manquait tant pour pouvoir établir la parité et voir éventuellement la suite de cette rencontre. Mais bon, ce qu'on peut regretter, c'est cette défaite étrange, on va dire ça comme ça, ici à Bamako, avec ce but étrange encaissé, 1-0 pour les Tunisiens. Voilà, donc c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est la victoire en déplacement de la Tunisie. Sinon, aujourd'hui, les Aigles se sont battus. En témoigne cette possession depuis la première mi-temps, 61 contre 39. Donc ils se sont battus, mais ils n'ont pas été forcément poignants, voire efficaces au niveau de la ligne d'attaque pour pouvoir transformer en tout cas cette domination et face à cette équipe tunisienne. Donc Ibrahim Traoré, on va dire les Aigles sont tombés les armes à la main, mais bon, écoutez, on va remettre cela puisque le prochain rendez-vous, c'est bien évidemment au mois de juin avec les éliminatoires de la CAN 2023. Ce sera au mois de juin prochain. Alors, Kodi, il y a tout de même quand même... Oui, on va rappeler les qualifiés africains, si vous voulez. Allez-y, très vite. Les 5 pays africains finalement qualifiés, c'est la Tunisie, le Sénégal, le Ghana, le Maroc. Alors, à ce moment même, l'Algérie est en prolongation avec le Cameroun. Et l'Algérie est en très bonne voie puisque les Fennecs viennent d'égaliser le but camerounais. Donc, ce sera probablement l'Algérie en plus du Ghana, du Maroc, de la Tunisie et du Sénégal. Et l'on apprend également tout à l'heure que le Cameroun également qui vient de marquer son deuxième but nous signale en tout cas la régie de l'autre côté. Alors c'est maintenant le Cameroun qui est en pole position. Très bien. Donc, Kodi Sibi, il y a tout de même quand même un message de félicitation du président du CNT adressé aux Aigles du Mali dont le communiqué vient de nous parvenir tout à l'heure. Oui, le président du CNT fait bien de le faire parce que ces Aigles se sont battus, on le disait il y a quelques instants. Alors, voici donc ce message. C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'ai suivi le match opposant les Aigles du Mali aux Aigles de Carthage de Tunisie pour le compte de la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 2022. Au terme de cette rencontre, j'adresse aux Aigles du Mali et à leur encadrement mes chaleureuses félicitations pour leur combativité, leur engagement patriotique et la détermination dont ils ont fait montre. Je ne doute point de la hargne de victoire qui vous a motivé pendant toute la phase de qualification et singulièrement lors de ces 2 derniers matchs de barrage contre la Tunisie. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté.
Alors, valeur aigle du Mali, vous êtes tombés les armes à la main. Soyez assurés de l'accompagnement et du soutien total du Conseil national de transition et du peuple malien pour les compétitions à venir. Merci beaucoup, Kodji Sibi. Merci, Ibrahim. Bonne continuation. Merci bien. Également, dans l'actualité, le Premier ministre qui a regagné Bamako ce matin après 5 jours de visite d'amitié et de travail à Doha, au Qatar. Sur place, il a rencontré les ambassadeurs africains accrédités dans ce pays. Au menu des échanges, des questions d'actualité, notamment au Mali. Nos envoyés spéciaux à Doha sont Sidiki Dambélé et Adama Kamara. Donner la vraie information sur le Mali, voilà l'exercice auquel s'est livré le Premier ministre face à une quinzaine de diplomates africains accrédités au Qatar. Face à la campagne d'intoxication et de diabolisation, le Premier ministre a tenu à donner la version officielle de certains faits comme l'embargo, les relations avec la France, la lutte contre le terrorisme, la tenue des élections, bref, l'actualité au Mali dans tous ses états. Vous êtes les ambassadeurs des pays africains, du groupe africain. Vous apprenez beaucoup dans les médias, vous lisez, il y a les rapports qui viennent de vos gouvernements, mais c'est toujours bon d'avoir une information alternative. C'est à vous de l'apprécier, comme vous le souhaitez. Mais je dis encore que l'embargo contre le Mali est illégal, parce qu'il n'est prévu par aucun texte de la CEDEAO. Il est illégitime parce qu'on ne sait pas le problème qu'il veut résoudre. Un pays qui est envahi par une crise sécuritaire, 80% du territoire occupé par les terroristes, qui a la Covid, qui a la crise humanitaire. Si on fait un embargo contre lui, c'est pourquoi? C'est inhumain et c'est illégitime. Et surtout, il est contraire au texte de la communauté. Et donc, l'objectif est très clair, c'est des techniques qui sont connues, c'est pour aboutir au renversement du régime. Et nous le disons partout, c'est sur commande de la France. C'est pas compliqué. Parce que c'est leurs officiels qui disent tout le temps que ce gouvernement est illégitime. Il doit faire des élections dans 10 jours, dans 10 mois, dans 12 mois. Nous disons non. Aujourd'hui, des 5 ans qui sont sortis des assises nationales de la refondation, nous avons discuté, nous sommes venus à 24 mois. Nous disons qu'en 12 mois, on peut sécuriser le pays, organiser le retour des réfugiés, le retour de l'administration, et on met 1 an pour stabiliser le pays et organiser les élections. 24 mois. Ça aussi, on dit non, il faut le faire en 12 mois. Sachant bien qu'en 12 mois, ce n'est pas possible. Donc c'est une façon simplement de maintenir la pression sur le gouvernement, de continuer à le déstabiliser. Avec quel objectif? Si le gouvernement chute d'une certaine façon, il va avoir le chaos. C'est pour cela que nous disons que la prétendue lutte contre le terrorisme, il y a un agenda caché derrière. La campagne d'intoxication, de diabolisation, opposer les groupes ethniques, on connaît aussi, ça a été fait dans d'autres pays, je ne vais pas les citer. Près de 60 minutes d'explication, en français comme en anglais. So the new government took decision to change the strategy of defense, to go for other partners. Le Premier ministre est revenu sur la situation politique, sécuritaire, humanitaire, les choix stratégiques, les visions du gouvernement de transition et j'en passe. Une séance très utile et vivement appréciée par les ambassadeurs. Cette réunion a été tellement importante, je suis reconnaissant pour cette réunion et c'était important de rencontrer son Excellence le Premier ministre et d'avoir cette présentation de la situation politique, humanitaire et sécuritaire au Mali. C'est important d'expliquer la situation et de donner des informations précises sur ce qui se passe exactement. Et autant que président du groupe africain, je suis tellement reconnaissant par la sagesse de son Excellence et la présentation qui a été présentée au groupe et aux ambassadeurs africains ici à Doha. Les ambassadeurs, tout en manifestant leur soutien au Mali, demande aux autorités de transition de maintenir les dialogues pour sortir le pays de la crise. Et c'est par cette rencontre avec les diplomates africains que le chef du gouvernement a achevé sa visite au Qatar. Dr Choguel Kokala Maïga ne cache pas sa satisfaction car pour lui, les 5 jours ont permis de relancer durablement la coopération entre le Mali et le Qatar. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux. Nous avons voulu donner à cette mission un contenu beaucoup plus large. Et donc, conformément aux orientations du président de la transition,
nous avons tenu à poser sur la table la nouvelle stratégie de développement et de partenariat du Mali, qui consiste en ceci. Au même titre que nous diversifions notre partenariat sur le plan militaire, nous voulons désormais sur le plan économique, financier, culturel, multiplier, diversifier notre partenariat. Et c'est pour cela que, au-delà de ma participation au forum, j'ai eu des entretiens avec les plus hautes autorités. J'ai eu un dîner avec l'émir, pendant lequel, avec d'autres chefs de délégation, nous nous sommes entretenus. Et c'est au cours de cet entretien, d'ailleurs, que je l'ai invité à venir au Mali. Et il m'a amicalement dit qu'il était déjà allé au Mali. Ce serait mieux que le président vienne cette fois-ci. Alors, mais on a eu des entretiens beaucoup plus approfondis avec le Premier ministre. Nous avons fait un tour d'horizon des préoccupations du Mali. Et je leur ai indiqué la situation politique, sociale, économique, sécuritaire du Mali. Et j'ai indiqué à tous les partenaires que le Mali vit une quadruple crise. Crise sécuritaire, crise politique et institutionnelle, crise sanitaire avec la Covid, crise humanitaire avec des milliers de déplacés internes et externes et les conséquences de la guerre. Face à ces crises, il faut avoir une approche globale. En matière de sécurité, nous sommes en train de diversifier notre partenariat avec plusieurs pays, même si pour des raisons de propagande, certains ne parlent que de la Russie. Et nous voulons que le Qatar soit un de nos partenaires dans ce sens. Mais surtout pour faire face aux crises économiques et financières, à la crise humanitaire, à la crise de la Covid, nous avons besoin de donner un nouvel élan au développement économique et social du Mali pour pouvoir prendre en charge non seulement la situation humanitaire dans l'urgence, pour s'occuper des réfugiés, s'occuper des couches les plus défavorisées de la situation, les personnes handicapées vivant avec le handicap, la jeunesse, les femmes, mais aller beaucoup plus loin en investissant sur le long terme. Et j'ai indiqué aux amis qataris que notre souhait, c'est que nous ayons des partenariats stratégiques dans le domaine économique. Et pour cela, des initiatives ont été proposées et acceptées. C'est de créer un cadre de discussion formelle à travers des journées économiques Qatar-Mali que nous pourrions organiser à Doha ou à Bamako ou alternativement, où nous allons mettre sur la table toutes les préoccupations des deux parties. D'un côté, l'État malien, avec ses projets de développement, d'investissement, de création d'emplois et de richesses, les secteurs privés maliens avec ses projets, et de l'autre côté, le gouvernement qatari avec ses projets d'expansion économique dans le monde, ses projets d'investissement dans le monde, et le monde des affaires qatari aussi avec ses préoccupations. À l'issue donc de ces journées, nous allons avoir une vision globale pour traiter non seulement tous les grands projets d'investissement qui intéressent les deux parties, dans quel délai, pour quel montant il faut faire ces investissements, dans quelles conditions légales, dans quelles conditions juridiques, institutionnelles. Pas de moment de répit pour le Premier ministre qui, aussitôt arrivé, était présent tout à l'heure à la place de l'Indépendance où un accueil des grands jours a été réservé aux marcheurs panafricains venus de Dakar. C'est un message d'union et de solidarité qui a été livré par le chef du gouvernement qui a réaffirmé son attachement à l'unité africaine pour relever les défis de l'heure. Nous l'écoutons au micro de Al-Husseini Touré. Nous sommes honorés aujourd'hui
que tous les chefs de quartier du district de Bamako, les familles fondatrices du district de Bamako, aient décidé de déléguer leur coordinateur pour venir souhaiter la bienvenue à nos frères venus du Sénégal, accompagnés par des frères de Côte d'Ivoire, de la Guinée. Et il y a une Congolaise qui a pris la parole ici. C'est la jeunesse africaine qui est là aujourd'hui. Quand vous regardez dans la foule, les 90% sont des jeunes. La jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse malienne, la jeunesse guinéenne, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse congolaise vient d'écrire une des pages les plus glorieuses du panafricanisme. Marcher 1362 km en 40 jours, en bravant le soleil, la chaleur, la soif, la faim, c'est faire preuve d'un engagement patriotique, un engagement panafricain, un engagement pour l'avenir et pour l'honneur de l'Afrique. Je voudrais, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au nom du président du Conseil national de transition qui a ses représentants ici, le colonel Malik Diaw, au nom de tout le gouvernement et de toutes les institutions de la transition, dire merci à la jeunesse. Merci à la jeunesse sénégalaise et à travers elle, merci à la jeunesse africaine. Le destin de la transition malienne s'est joué ici même, un certain 14 janvier 2022. Lorsque la jeunesse malienne, le peuple malien, dans toutes ses composantes, est sorti. 4 millions de personnes dans les rues du Mali, c'est du jamais vu dans l'histoire. Pour dire que le peuple soutient ce gouvernement de transition, soutient les autorités de transition. Et c'est pourquoi, dans toutes les discussions avec nos partenaires, nous leur disons tout le temps, faites attention, n'oubliez pas la voix du peuple. Cette voix des sans-voix, elle a dit ici, pendant les assises nationales de la transition, qu'elle veut une transition de 5 ans pour refonder l'État malien. Investi de votre confiance, le président a mis le gouvernement en mission, qui a négocié, et c'est pour préserver l'unité africaine, pour préserver l'unité au sein de la CEDEAO, parce que le Mali a la vocation de construire l'Afrique. Nous avons fait un sacrifice énorme. Nous savons que nous pouvons être incompris par notre peuple, mais nous savons aussi que notre peuple nous fait confiance. Et c'est pourquoi nous avons proposé un délai minimum qui ne peut pas être négociable. Le président a pris sur lui des grands risques, mais il l'a fait parce qu'il sait qu'au-delà de la confiance du peuple, il a la légitimité politique, la légitimité historique pour négocier au nom du peuple malien. L'essentiel, c'est qu'à la fin de cette transition, nous puissions restituer à notre peuple son honneur et sa dignité. Un fait marquant à retenir, à leur arrivée, les marcheurs panafricains ont remis le drapeau malien au Premier ministre. Un parti de Dakar le 17 février dernier, ils ont marché 1362 km pour arriver à Bamako le dimanche 27 mars. Leur motivation, soutenir le peuple malien suite aux sanctions imposées au Mali par les chefs d'État de la CEDEAO. Drissa Koné.
Vouloir, c'est pouvoir. Pouvoir, c'est essayer. Et essayer, c'est vouloir et réussir, disait le poète ivoirien Yefunyingi Koulibaly. Ces jeunes panafricanistes l'ont voulu et ils l'ont réussi. Et oui, n'en doutez point. Ils ont marché en 40 jours 1360 km de Dakar à Bamako, drapeau malien en main. Ils sont ici acclamés par la nation malienne au monument de l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes encore plus contents parce que nous avons vu nos autorités qui ont compris que cette marche a une grande valeur et ils lui ont donné la valeur exacte en retour par rapport à la dignité que ces jeunes-là nous ont montré. Et depuis que cette transition de la refondation a été donnée par les assises, on voit vraiment une communion entre le peuple. Au cou de chaque marcheur, un grand badge avec les photos du président de la transition, colonel Assimi Goïta, et celle de Cheikh Anta Diop. En quoi compartons ces deux panafricanistes? Cheikh Anta Diop, historien, anthropologue et homme politique sénégalais, est mort le 7 février 1986. De son vivant, il était favorable à la création d'un État fédéral en Afrique et s'est défini comme fervent défenseur du panafricanisme dans le but de se libérer des puissances coloniales. Ces jeunes panafricanistes s'inspirent de lui et font un lien entre les actions du président Assimi Goïta et les idéaux de ces grands hommes. La résistance doit d'abord être culturelle. C'est pour cela que l'illustre Cheikh Anta Diop lançait à la jeunesse africaine: formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Nous sommes venus témoigner de manière pratique notre solidarité au peuple frère malien en lutte, sous la direction du président Assimi Goïta, pour sa première et authentique indépendance. Je salue tout le monde, plus précisément le président Assimi Goïta, sans oublier son jumeau, Choguel Kokala Maïga, sans oublier de saluer nos camarades marcheurs qui ont pris l'initiative de quitter le Sénégal, de quitter Dakar pour venir au Mali, porter le message de tout le peuple africain. Je vous salue, soyez les bienvenus. Tour à tour, les différents intervenants ont loué le courage, la détermination et le dévouement de ces hommes et femmes. Chacun a reçu une médaille et une attestation de reconnaissance, ainsi que des présents de la part du Comité national d'accueil. C'est au cri de Vive le Sénégal, vive le Mali et vive l'Afrique que le peuple malien a ovationné ces jeunes panafricanistes. Un mot de l'action gouvernementale, visite à Koutiala des ministres en charge de la santé et des finances. Djeminatou Sangari et Alouseni Sanou ont rencontré les chefs des services techniques avant de visiter le site de la cité administrative et de suivre une présentation de l'hôpital moderne de Koutiala en chantier. Brahima Kone. Les ministres en charge de la santé et des finances ont été accueillis avec brio à travers champs et danses dans la capitale de l'Or Blanc. Ils ont échangé avec les chefs des services techniques de la nouvelle région qui cherche ses marques en termes de développement. Les deux autres ont ensuite eu droit à une présentation de l'hôpital ultramoderne de Koutiala dont les travaux de construction ont pris du retard. Suivra la visite du site de la cité administrative de Koutiala. L'objectif est non seulement de faire bouger les lignes en ce qui concerne ces deux chantiers, mais aussi de s'employer pour renforcer les capacités opérationnelles des services régionaux dans la mesure du possible. Il sera nécessaire de doter la région en crédit de paiement pour les services à venir de 200 millions. L'hôpital régional, dont la réalisation est en cours pour un coût de 12 milliards 823 563 154 francs CFA TTC. Le gouvernement a bien compris l'importance de cette région, qui est la troisième région en population après Sikasso, qui est la deuxième région industrielle du Mali après Bamako, et qui est la deuxième ou la première région en production de coton. C'est pour vous dire quelle est l'importance de cette région et comment cette région a compris son rôle et comment cette région s'est engagée et que nous ne pouvons faire autrement que d'accompagner les populations laborieuses de cette région. En plus de la visite du chantier de l'hôpital ultramoderne de Koutiala, Madame le ministre de la Santé et du Développement social est passée dans les services relevant de son département. Inch'Allah, les recommandations qui ont été faites l'ont été en présence de mon collègue en charge de l'économie et des finances. Les dispositions seront prises très rapidement
déjà pour mettre en œuvre les recommandations urgentes et le reste aussi sera planifié dans le temps. Une nouvelle région, c'est théoriquement 77 directions régionales et Koutiala déjà en compte 52. Donc il s'agit maintenant de mettre ces 52 directions régionales dans les meilleures conditions de travail. Les ministres Sanou et Sangaré ont respecté la tradition en rendant visite aux notabilités et à l'imam de la grande mosquée de Koutiala. Ces personnalités ont fait des bénédictions pour les autorités de la transition et pour le Mali. Le nouvel ambassadeur de Chine au Mali était ce matin en visite à l'ORTM. Le diplomate a notamment visité les installations avant de s'entretenir avec le directeur général de l'ORTM sur les questions d'ordre technique. Le reportage est signé Fantama Magnantao. Shen Zihong est depuis 5 jours l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Il a été l'hôte des responsables de l'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, ce mardi matin, avec le directeur général de l'ORTM et le directeur de la télé par intérim. Ils ont fait un tour d'horizon de la coopération technique et professionnelle. Vous savez, dans les relations entre les pays, il faut que les peuples se connaissent. Alors, la télévision et la radio jouent un rôle très important pour rapprocher les peuples, pour faire connaître non seulement la vie de la population à un autre pays, mais aussi donner des nouvelles internationales pour renseigner à la population locale. Et il faut que je félicite monsieur le directeur général. Je vois que la télévision, la radio marchent très bien parce que nous suivons beaucoup la télévision et la radio et les informations sont la plupart venues de la ORTM. Je voulais féliciter son Excellence, monsieur l'ambassadeur de Chine, pour le choix porté sur sa personne pour représenter son pays au Mali. C'est vraiment un honneur pour nous de l'accueillir. Ensuite, je voulais quand même le remercier pour cette visite à l'ORTM. Comme vous le savez, l'Office de radio et télévision du Mali bénéficie très souvent d'un appui de la Chine. Et je sais que la Chine nous appuie et continue à nous appuyer. Son Excellence, monsieur l'ambassadeur, a eu l'occasion de voir un peu nos installations ici à l'ORTM. Nous avons eu un bref échange et je sais que de ces échanges-là sortiront bien évidemment d'autres appuis avec nos amis de la Chine. La rencontre entre le diplomate chinois et le DG de l'ORTM a pris fin par la visite des studios et des régies de l'ORTM. À la fin, l'ambassadeur a promis d'inviter les journalistes maliens à visiter son pays pour renforcer les liens d'amitié entre la Chine et le Mali. Le président directeur général et la présidente du conseil d'administration de Plan International bouclent une mission de 4 jours au Mali. Ils réaffirment le soutien de Plan International au peuple malien, surtout pour le bien-être des enfants. Drissa Kodé. À cette conférence de presse, l'occasion est opportune pour le Plan International de faire le bilan de ses 46 années d'existence au Mali. Au cours des 46 dernières années, Plan a travaillé dans 8 des 10 régions du Mali. Nous abordons un certain nombre de domaines d'intervention comme l'éducation, la protection des enfants, le développement des compétences et les opportunités d'emploi pour les filles et les jeunes, y compris les questions de changement climatique et de sécurité alimentaire. Pas question d'abandonner le Mali qui traverse une crise multiforme depuis des années. Nous devons renforcer la résilience des plus vulnérables. Ces mots sont du président directeur général et de la présidente du conseil d'administration des plans internationaux en visite au Mali. Pour l'occasion, ils sont accompagnés du directeur exécutif régional des plans Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons choisi le Mali pour témoigner de notre solidarité. Nous savons les contextes dans lesquels nous sommes au niveau du Mali aujourd'hui en matière de restrictions et en matière de la crise multidimensionnelle. Nous venons au niveau du Mali aussi pour appeler que tous ensemble en tant qu'acteurs, on puisse amplifier les interventions au profit du peuple du Mali. Dans sa stratégie pays 2019-2022, Plan International Mali compte toucher 3 millions de filles. À mi-parcours, c'est un acquis de 2 900 000 filles soutenues. Cet acquis doit être renforcé selon les conférenciers du jour. Rappelons que Plan International a 85 ans cette année.
280 millions de francs CFA, c'est le coût de l'opération Ramadan que vient de lancer l'ONG islamique Relief. Des kits alimentaires seront distribués à 58 000 personnes à Bamako et à Kati. Le reportage est signé Batraouri. Distribution des vivres aux personnes en situation difficile à la veille du mois de Ramadan. Cette opération humanitaire a été initiée pour la première fois en 1997 par l'ONG islamique Relief. Depuis lors, elle est devenue une tradition que les initiateurs respectent. Islamic Relief a pu mobiliser auprès de ses partenaires une modique somme d'environ 280 millions de francs CFA qui vont permettre à plus de 9000 ménages de pouvoir satisfaire à leurs obligations religieuses durant ce mois béni de Ramadan, mais aussi à d'autres populations qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire dans la même communauté. Dieu seul sait combien nous sommes soulagés par cette aide de l'ONG islamique Relief, surtout à la veille de ce mois béni de Ramadan. Nous faisons des prières pour l'ONG et ses partenaires. Le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes dira que l'ONG islamique Relief contribue au développement du Mali à travers ses actions envers les familles nécessiteuses. Au-delà de ces opérations ponctuelles et saisonnières, les interventions quotidiennes prennent l'allure d'une participation et une contribution active au développement socio-économique du Mali. 56 000 personnes des villes de Bamako et Kati vont bénéficier de cette opération de Ramadan 2022 de l'ONG islamique Relief. Cap sur Tombouctou et Gao où se déroule simultanément une foire agricole. Le but, promouvoir les produits locaux pour consolider la paix et la cohésion sociale dans les deux régions, d'où nous retrouvons nos correspondants Najim Babassissé et Rokiatou Touré. Ces coups de ciseaux donnent le top départ de la foire agricole de Tombouctou. Un espace d'écoulement des produits agropastoraux qui implique acteurs et producteurs du secteur. Cette foire est à l'actif de la plateforme multi-acteurs en collaboration avec Sougou Yiriwa de la zone Delta et leurs partenaires techniques et financiers. Fit de Future Séné Yiriwa et Fit de Future Sougou Yiriwa travaillent en synergie dans le but de renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales dans la zone du Delta à travers une croissance économique axée sur le marché, inclusive. Les populations de Tombouctou, en dépit des contraintes climatiques, financières et sécuritaires, s'adonnent aux activités économiques essentielles telles que l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce. Cette foire, qui est à sa première édition sous l'égide du Conseil régional, enregistre déjà plus d'une centaine d'étalagistes venus de la région afin de mettre à la disposition des populations des produits de première nécessité à des prix défiant toute concurrence. L'organisation d'une foire agricole, artisanale et commerciale, au-delà de son caractère économique, contribue sans nul doute à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans une région longtemps affectée par les aléas climatiques. La tenue d'un tel événement commercial revêt une portée économique réelle, car elle permet la relance économique et fait renaître l'espoir au niveau des agropasteurs et instaure la confiance auprès des potentiels investisseurs dans la région. La foire agricole de Tombouctou durera 6 jours, avec à la clé des opportunités irrésistibles. Cette activité commerciale dénommée Foire agro-silvopastorale halieutique artisanale culturelle de Gao contribue à amorcer l'essor économique, social et culturel de la région pour consolider la paix et le vivre ensemble à quelques encablures du mois de Ramadan. Cet événement, ça fait partie de la stratégie au niveau de l'APECAM pour la promotion des chaînes de valeur agricole, pour que l'agriculture puisse jouer toute sa place dans l'économie de notre pays. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de cet événement heureux qui me semble être capital pour l'économie de la région de Gao. À son tour, le gouverneur de la région a rappelé les ressources économiques, sociales et culturelles de la région. En effet, l'élevage demeure la principale activité dans la région et occupe 40% de la population. L'agriculture, également pratiquée dans la région, dispose de terres aménageables de bonne qualité, estimées à 110 000 hectares. Zone de pêche par excellence, l'artisanat, pratiqué depuis l'Antiquité, reste un secteur à grand potentiel. L'organisation d'une foire régionale constitue un motif de légitime satisfaction. Une visite guidée des différents stands
a constitué le moment fort de la cérémonie de lancement de cette foire de la paix de Gao qui va durer 5 jours. De l'agriculture à la culture en première région où la commune de Awa Dembaya vient d'abriter le lancement du premier festival dénommé Kaikan Fuga, voilà, j'y parviens. Objectif, présenter les valeurs du Kouroukan en Fuga pour une paix durable entre toutes les ethnies du Mali. On fait le point avec Benogo Fofana. À l'image du Kouroukan Fuga qui a eu lieu après la bataille de Kirina en 1235, le président de la fondation Maliba Alioub Diallo, fils de Kaï, vient d'initier le festival Kaikan Fuga. Ce festival Kaikan Fuga vise à mettre en place un pacte de cohabitation pacifique et de non-belligérance appelé Koto-Nyorontala entre les ethnies de notre chère patrie. Kouroukan Fuga, depuis 1236, est né. Ça fait même la fierté du Mali. C'était la première constitution du monde. Et c'est en ce moment que le Sanankouya que nous connaissons bien est né. On pourra passer toute la journée à citer les valeurs du Sanankouya. À commencer d'abord par la convivialité spontanée et instantanée dès que les gens se connaissent, ne serait-ce que par leur nom de famille. Donc cette initiative, c'est une initiative en plus pour aller retrouver le chemin de la paix. Pour le lancement de ce premier festival Kaikan Fuga, les ethnies telles que Kakolo, Sonrai, Soninké, Bozo, Peul, j'en oublie volontiers, sont venus presque de toutes les régions du Mali en tant qu'ambassadeurs et festivaliers. J'ai décidé moi-même, pour le lancement de cette initiative, en la transformant déjà en association, en politique bien évidemment, la doter de 100 millions de francs CFA, pour que tous les représentants de toutes les ethnies qui sont là se considèrent dorénavant comme des envoyés spéciaux, des ambassadeurs de cette initiative auprès de leur ethnie et de leur communauté. Cette cérémonie de lancement a pris fin par des bénédictions pour le retour définitif de la paix dans notre cher pays. Lancement de la 10e édition du Grand Tour du Mandé Kalamblou. Ça se passe à Kela. Ce rendez-vous culturel annuel de 4 jours permet aux apprenants griots de lier la théorie à la pratique. Aliou Abdoulaye Touré. Après une année de formation, les jeunes apprenants de l'école Kalamblou de Bromosmano se retrouvent à Kela pour lier la théorie à la pratique. Kela, cette terre culturelle, berceau de la tradition orale, vibre ainsi au rythme de la 10e édition du Grand Tour du Mandé. Le thème retenu pour ce rendez-vous annuel est la paix et cohésion sociale. La paix. Si la paix est un idéal, elle est loin d'être une théorie. Car la paix et la cohésion en nous demeurent naturellement et nous devons juste les éveiller en nous à travers nos plus petits gestes. Le griot, un historien, un médiateur, mais aussi un ethnologue, convaincu du rôle et de la place de ces gardiens de la tradition orale, des membres du gouvernement ont tenu à effectuer le déplacement à Kela. Kela mo ba o chera ko bela jeni e sababu ye ko e sababu ye Brahma Suman oye ko dame seini ka asabati ko o bara do be sina ni kalande ba bolo abe kalande mu kala jeliya tasrara walisa jeliya ni dame kana be ame afo oraka barakala e ka ni bara abe faso de nyuma ya de ira abe faso kanu de ira ibe ka seko ni donko minu mba fe ka tunu ni be feka olu yele sanfɛ ka don denmisɛnninw na génération ni génération o kana tunu badabada i b'o baara min na baraji ba de b'a la i bɛ denmisɛnnin minnu kalan u kalannen kɔfɛ olu fana k'u jija k'a kɛ e ɲɔgɔn ye. L'objectif d'une telle rencontre est l'initiation des apprenants à la pratique du métier de griot. On sait que le voyage c'est la plus grande leçon de géographie. On leur parle de Mandé sans cesse, mais ils foulent rarement la terre mandingue. Donc après une année de formation, on les fait visiter le Mandé. À partir de Krina, qui est le premier village du Mandé. Après Krina, on est à Kangaba. C'est à Kaba qui a eu la fondation de l'Empire du Mandé, la charte de Kouroukan Fuga. Et puis Kela, les griots, les djelis de Kela, c'est eux qui détiennent, qui sont les dépositaires de la parole de la case sacrée du Mandé. Compte tenu de la situation actuelle du pays, les griots du Mandé ont remis un cadeau au chef de l'État à travers les membres du gouvernement sur place.
2 nuits d'affilée, ce sont plusieurs groupes de griots comme la chorale de Brahmosmano, Binta Kouyaté, Moriba Diabaté ou Mokone ont tenu en haleine un public conquis à la cause des griots. Et le point Covid du jour au Mali, avec les services de santé qui ont enregistré ce mardi 3 nouveaux cas positifs et 0 décès. À ce jour, 46 patients sont sous traitement. Les autorités sanitaires rappellent au respect des mesures barrières et surtout à la vaccination. Et nous recevons sur ce plateau Amara Mali Diallo, à présent pour la lecture d'un communiqué de l'état-major général des armées qui vient juste de nous parvenir. Bonsoir Amara. Bonsoir Ibrahim Traoré, bonsoir mesdames et messieurs. Communiqué numéro 25 de l'état-major général des armées. Les forces armées maliennes et les FAMA continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes tentant de se réorganiser par endroits avec des capacités de nuisance visant les vulnérabilités des FAMA pendant les déplacements à les cibles molles reposant principalement sur la pose des engins explosifs improvisés, les sabotages des réseaux GSM, des tirs indirects, des exactions sur les populations et les actions de perfidie. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les FAMA ont multiplié les actions offensives de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Depuis le dernier communiqué de l'état-major général des armées, en date du 22 mars 2022, en plus des activités de routine de sécurisation des foires, d'escorte, des relèves, de patrouilles de sécurisation des personnes et leurs biens, de même que la lutte contre la contrebande, l'intensification sur la recherche du renseignement et les reconnaissances offensives, particulièrement au centre et au sud, ont visé le cœur du dispositif des terroristes avec les actions majeures résumées. En zone sud, sur la base de renseignements précis, des frappes aériennes suivies des reconnaissances offensives terrestres dans la boucle de Baoulé et dans la forêt de Gomitra, dans le cercle des Diamants récemment devenu une zone de repli, ont permis de démanteler 4 bases terroristes avec le bilan suivant. 3 terroristes neutralisés, 11 suspects interpellés, y compris un ressortissant mauritanien, dont 8 relâchés et les autres mis à la disposition de la prévôté. 3 sacs d'engrais, divers matériaux servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés, 2 motos, 4 fusils de chasse, 2 pistolets mitrailleurs PM, 6 téléphones et des vivres récupérés. 3 engins explosifs improvisés détruits. Les opérations de consolidation des acquis sécuritaires et de réassurance des populations ont été menées dans différents secteurs des régions de Sikasso, Bougouni et Koutchala. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, les priorités opérationnelles ont porté sur la surveillance et la précision des renseignements le long de la zone des 3 frontières, la consolidation du poste FAMA de Tessit, l'exploitation des acquis de la vigoureuse réaction des FAMA contre l'attaque du checkpoint de la sortie Menaka-Ansongo, une attention particulière aux allégations des droits de l'homme auxquelles les enquêtes immédiates ont été ordonnées, de même que les actions civilo-militaires, la protection et la sécurité des populations, notamment dans les régions de Menaka et Gao. Des opérations de consolidation des acquis sécuritaires et de réassurance des populations ont été menées dans différents secteurs du cercle de Bourem. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, la précision du renseignement pendant les reconnaissances offensives dans le cercle de Diré, Tonka et Gundam a permis de faire le bilan suivant. 4 suspects terroristes interpellés, y compris Amadou Bouakar Diallo, poseur d'engins explosifs improvisés, Hassan Amadou Diallo, Maloud Sissé, Amadou Diallo, 4 batteries, du matériel de communication et des rouleaux de fil conducteurs servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés récupérés. Les reconnaissances offensives dans la zone inondée de Nyono des villages de Fabakura, Fabakoro et Nyebougou, permanemment assaillis par les terroristes, ont permis de détruire les positions des assaillants et de desserrer le taux sur les populations avec un bilan de 4 terroristes neutralisés, 6 suspects terroristes interpellés, 3 AK-47, un véhicule Kia et 2 véhicules récupérés, 4 engins explosifs improvisés détruits. Sur la base des renseignements très précis, des frappes aériennes et des opérations aéroportées réussies sont en cours au cœur du dispositif des terroristes depuis le samedi 27 mars 2022 dans le secteur de Tenenkou, autour de la localité de Moura, dont le bilan fera l'objet d'un communiqué détaillé. Les femmes en reconnaissance offensive de fouilles d'une maisonnette délabrée servant de cache d'armes dans le hameau Gao du village de Djarakongo, dans la commune rurale de Djouira, à la limite du cercle de Tomia et de Yorosso, ont réagi vigoureusement à une attaque terroriste à l'abordage de la position suspecte, faisant un bilan de 14 terroristes neutralisés, 3 suspects terroristes interpellés, 12 motos incendiées, un fusil mitrailleur FM, un AK-47,
3 carabines chinoises, 3 talkies de longue portée, 23 téléphones portables, un ordinateur portable, 5 clés USB et 2 disques durs. La recherche et la précision des renseignements sur les sanctuaires ont continué dans la région de Douanza, de même que sur la zone de repli des auteurs de l'embuscade contre une patrouille du PC tactique de Banyangara entre Songoiba et Yaokanda le 28 mars 2022 vers 15h55 dans la région de Banyangara, avec un bilan de 8 militaires morts au combat. Par ailleurs, les reconnaissances offensives sur les sites de dépôt des Zakat collectés de force aux populations ont permis de récupérer 2 tonnes de vivres dans les diverses localités des régions de Mopti et de Ségou. L'état-major général des armées rassure que les actions de recherche et de renseignement, surveillance, poursuite et neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leur interpellation dans les zones urbaines se poursuivront et que les FAMA s'adapteront au mode d'action des terroristes. L'état-major général rassure que la protection et la sécurité des populations restent une priorité dans la conduite des opérations. En conséquence, les allégations d'exactions circulant sur les réseaux sociaux sont prises très au sérieux et sont déjà en cours de vérification pour d'éventuelles investigations et enquêtes par la gendarmerie si elles sont confirmées. L'état-major général des armées invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux, sachant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l'emploi des civils comme des boucliers humains. Voilà, Ibrahim Traoré, c'était donc l'essentiel de ce communiqué de l'état-major général des armées. Merci beaucoup Amara Amali Diallo. Merci. Une très longue journée. Merci. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.